Alors, bienvenue dans le Club Nordique, le premier podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat de notre magnifique région des Laurentides. Je me présente, je suis votre animateur, Bastien Carrière, je suis courtier immobilier chez Remax Bonjour à Saint-Sauveur et je suis de façon générale un passionné des gens qui ont des projets. Je suis aussi le fondateur du Club Nordique, un club d'affaires des Laurentides qui porte le même nom que le podcast. Vous comprendrez que mes invités viendront essentiellement de mon club d'affaires qui compte maintenant presque 100 membres d'entrepreneurs du Nord. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à m'écrire si vous aimeriez en faire partie. Dans ce podcast, on explore le parcours d'entrepreneurs de chez nous, les hauts, les bas, tout y passe. Écouter notre podcast, c'est donc d'en apprendre plus sur vos voisins, des gens qui contribuent au tissu social de notre région et qui en font une des plus belles places où vivre sur Terre. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, investisseur curieux ou simplement passionné par les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez vos questions et plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat dans les Laurentides. Je vous souhaite la bienvenue au Club Nordique. Fait qu'on part ça. Je suis présentement avec Étienne Godette. C'est Godette, hein? Je l'ai bien prononcé. Exact. Génial. Qui est copropriétaire ou même seulement propriétaire de Soluo. Oui, ben on est en fait 4 associés maintenant là, dans le groupe Soluo, parce qu'on est rendu avec 6 différentes entreprises récemment, mais oui, un des actionnaires là, de l'entreprise. Très cool. Puis Étienne Godette, j'avais hâte de te rencontrer parce que tu es quelqu'un qui vient vraiment pas tant de ce milieu-là initialement. Quand on en a parlé, tu viens d'un tout autre domaine. Je pense aussi qu'indirectement, c'est un peu ce qui fait que ça fonctionne puis que vous avez autant de réussite en ce moment. C'est, tu sais, j'ai déjà fait faire, disons, des installations sanitaires dans mes projets immobiliers. Puis avant même de vous connaître, je pense que peut-être vous n'étiez pas encore là. Les gens qui travaillent dans ce domaine-là initialement, il y en a qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais en termes de représentation d'entreprise, si on veut, de marketing, etc., c'est pas là nécessairement. Parce que si t'es bon d'info sceptique, techniquement, t'es pas quelqu'un de PR. Ouais, clairement, le service à la clientèle, c'est peut-être pas ton. C'est ça, ton exactement. je vais dire ça comme ça. Fait que non, j'avais hâte de vous rencontrer. Je trouve ça le fun de voir des jeunes dans ce genre de business-là. Puis toute la gang, je trouve ça cool aussi quand vous venez dans les clubs nordiques. Les gars de Soluo, vous êtes tout le temps là avec vos chandails brandés, puis on vous voit arriver, vous êtes 3 boys ensemble, puis comme c'est la team, puis vous représentez fièrement la business. Ouais. Aussi, je vous ai vu aussi au Salon national de l'habitation, vous êtes payé un gros présentoir, c'était très central, puis on voit que vous êtes fiers de ce que vous avez bâti. Fait que j'avais hâte de te recevoir, puis d'en parler plus en profondeur, mais je commence tout le temps de la même façon avec mes invités. Je veux qu'on revienne... T'as quel âge, Étienne? 32. 32, OK. Ouais. Je veux qu'on revienne plus loin, avant Soluo, avant que tu décides de te lancer là-dedans. Étienne, qui a 16-17 ans, tu viens des Laurentides? Non, je viens de la Rive-Sud de Montréal. La Rive-Sud de Montréal. On fait qu'on a encore plus à jaser. Tu viens de Saint-Jean. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais même que tu as une certaine fibre entrepreneuriale en dedans puis que c'est ce que tu voudrais faire dans la vie? Tu vas voir, on va partir de loin. En fait, dans toute ma jeunesse, j'ai baigné un peu dans l'entrepreneuriat. Mon père avait des compagnies d'import-export de meubles, accessoires de décoration, vendait dans les principales boutiques là, de décoration. Ouais. Donc, quand j'étais petit, là, 6, 7, 8, 9, 10 ans, j'allais au bureau, j'allais voir l'entrepôt à Montréal. Puis je baignais un peu dans ce domaine-là, mais sans nécessairement savoir que je me lancerais là-dedans un jour. Ouais. Puis à l'âge de, je pense, 15 ans, justement, 15-16 ans, j'ai lancé un groupe de musique. On faisait de la musique punk rock. Je m'attendais pas à ça du tout. Non, exact. Fait qu'on s'est mis à jouer. On a un groupe. On veut le nom du groupe, évidemment. Oh non, on garde ça confidentiel pour l'instant. Oui, c'est clair. Personne va retracer ça. Parce que t'es en train de me dire, si je trouve le nom, je suis capable de trouver sur YouTube des extraits de toi. Habillé en fluo, pas de barbe avec... c'est bon. Oui. Puis en fait, c'est ça. On a roulé ce band-là pendant une couple d'années. On a fait des petits spectacles, Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la petite scène. Puis on est allé enregistrer un album en studio. Puis tu jouais quoi? De la guitare. OK. Donc, puis
en fait, de fil en aiguille, là, à un moment donné, notre drummer est déménagé en Afrique. Puis là, on a eu de la difficulté à continuer à faire des spectacles. Puis le groupe est mort à petit feu avec le cégep, les amours, l'université. Ben, tout est arrêté. Puis ben, j'ai réalisé que ce que je tripais le plus dans le groupe de musique, c'était gérer le groupe, puis le développer, puis l'organiser, à prendre de l'expansion, gérer les réseaux sociaux, gérer l'enregistrement d'albums, puis ainsi de suite. Fait que là, t'es pas prêt, j'ai décidé de partir une compagnie de portefeuille faite en Italie. OK. Fait que... Attends, là, t'es au cégep encore à ce Ouais, moment-là? exact. OK. Donc, j'ai parti d'une compagnie qui s'appelait Autumn Wallets. Donc, Cool. j'avais trouvé des fournisseurs en Italie. Je designais mes propres portefeuilles. Comme on peut designer un portefeuille, là, ça reste que avec de la soie que je magasinais moi-même. J'avais une carte de membre Club Tissu. Puis j'allais choisir des soies. Puis vraiment, je shippais ça en Italie pour faire des T'es acheté au portefeuilles. Québec, puis t'es envoyé en Italie. Ouais, exact. Ah, OK. Ouais, exact. Puis j'avais pas trouvé personne pour les faire. Le fournisseur, OK. Ouais. Fait que ça, j'ai tripé une couple d'années, mais je me suis très, très, très appauvri. Fait que j'ai su c'était quoi de devoir de l'argent à des partenaires. Par chance, c'était tous des amis puis des fournisseurs. Puis j'avais déjà une vision de grandeur pour ma compagnie de portefeuille. Fait que je m'étais loué un bureau. J'avais 18 ans à peine dans une petite agence marketing de la Rive-Sud. J'aime ça. J'aime comment tout ça commence en ce moment. C'est rock'n'roll. En même temps, moi, j'étais au cégep en un genre de profil marketing, la gestion de commerce, marketing. Puis, bon, Qui est une technique ou... Oui, exact. OK. Puis pour réussir à arrondir un peu les fins de mois, ben, les gars avec qui j'étais là-bas, j'ai dit, bon, avez-vous besoin de moi pour quelque chose? T'sais? Fait que là, on avait parti une espèce de division d'objets promotionnels dans cette agence-là. Fait que je gérais ça pour eux. Fait que je faisais de la vente, je gérais au complet. Puis là, bon, j'ai été malade, là, une petite péritonite à l'hôpital, puis tout ça. Puis là, j'ai pris la décision, bon, ben, je rentrais à l'université en marketing encore. Fait que j'ai dit, bon, ben, les gars, je m'en vais. Eux, ils se faisaient acheter par... en fait, ils fusionnaient avec une autre entreprise en même temps. Fait que j'ai dit, on se verra un peu plus tard. À ce moment-là, là, petite parenthèse, t'es au cégep, t'as 18 ans, puis t'es le gars qui a déjà son bureau puis sa business. Est-ce que... En fait, la vérité, c'est que j'avais 17 ans, puis j'étais dans des soupers, des lions, homards, puis tout ça, puis j'avais même pas l'âge de boire théoriquement, mais j'avais une barbe, puis j'étais costaud, fait que ça passait bien, là, exact. Puis, mais tous tes chums, puis les gens que tu côtoyais au cégep devaient trouver ça trippant. Oui, ben c'est clair, puis je travaillais à temps plein, en plus, ailleurs en même temps. Oh, shit! J'étais vendeur chez Vidéotron. T'étais capable de faire tes cours? Oh, oui, ben j'ai toujours, moi, géré... en fait, ma vie professionnelle a toujours passé devant quoi que ce soit. Fait que mon horaire de cégep, là, les cours, j'avais 4 cours une journée condensée, et puis après ma semaine... Tu te connectais très tôt. Ah ouais, exact, c'est ça, exact. Fait que non, c'est parti de ça. Fait qu'après, j'étais allé à l'université. Puis entre-temps, j'étais aussi moniteur de ski depuis que j'ai 15 ans dans les Laurentides. Fait que... Dans quel mont? Olympia. Olympia Okay. À Piémont. Donc, j'ai développé un grand réseau d'amis là-bas, puis on skie ensemble tous les week-ends. Fait que mon réseau d'amitié est beaucoup... En fait, c'est beaucoup bâti ici dans le coin. Puis là, en même temps d'être à l'université, ben, je continue à enseigner le ski, travailler un peu. La business de portefeuille, ben, je l'avais arrêté parce que là... Financièrement, ça le faisait pas. Comment ça s'est passé, ça? T'as-tu comme liquidé tes stocks? Puis Oui, exact. En fait, j'avais une couple de boutiques locales sur la Rive-Sud qui avaient acheté mes portefeuilles. Puis la vérité, c'est que j'avais même pas assez d'argent pour refaire une deuxième commande. Fait que ça a juste arrêté là. OK. Fait qu'on a arrêté ça là, mais ça a un peu... En as-tu gardé? Non. T'as plus aucun de tes portefeuilles? Non. Mais j'étais content. Il y avait, en tout cas, le chanteur, là, Jeffrey Piton, là, je le commanditais jadis parce que c'était un ami, puis je l'avais croisé, puis il avait encore son portefeuille au Très cool. Wallets. Fait que, bon, une petite fierté. Mais c'est ça. Fait qu'on a lâché tout ça, puis on s'est concentré un peu plus à l'université, le ski en même temps. Puis dès que j'ai fini mon bac, ben, j'étais rapproché par mes amis que j'avais rencontrés à l'agence qui étaient rendus beaucoup plus. Ils étaient 4 gars, ils étaient rendus 30, 35 pour réintégrer l'équipe de stratégie numérique. L'agence existe encore à ce jour? C'est qui? Ça s'appelle MXO, Agence MXO. OK. C'est sur la Rive-Sud de Montréal. Ça prend beaucoup d'expansion, ça grandit. Ils sont beaucoup maintenant dans le conseil stratégique et développement d'entreprise. Ma conjointe travaille encore là. Je l'ai rencontrée là cool. il y a 7-8 ans. Puis j'ai commencé comme le gars de campagne AdWords, ben tranquille, tout seul derrière mon bureau. Puis rapidement, ben, je me suis retrouvé à gérer puis coordonner un peu l'équipe stratégie puis design graphique. Mm-hmm. Fait que tout ce qui était design, stratégie qui sortait de l'entreprise, on passe entre mes mains. Fait que j'ai eu bien du fun à faire ça.
Mais je continue à skier le week-end, je tripais. Je suis un gars du Nord, même si je viens de la Rive-Sud. Je voulais déménager dans les Laurentides. Puis j'avais une petite frustration à force de gérer des comptes clients, de développer des stratégies, donner des conseils, puis qui sont soit appliqués à moitié ou pas appliqués de la bonne façon. Puis je commençais à avoir une certaine amertume au quotidien de ce travail-là. Fait que j'ai pris la décision, je gagnais, je sais pas, 50-60 000 $ par année. Il y a un poste de directeur d'école de glisse à Olympia qui s'est ouvert pour 16 000 par année. Oh boy. Là, j'ai dit, hey, je fais le saut, j'y vais. Directeur d'école de glisse, c'est payé 16 000? C'est que c'est saisonnier, c'est 4 mois dans le fond par Ah, année. OK. Fait que c'est... Ça te permet de faire autre chose dans les 8 autres mois. Ouais, mais moi, c'était plus... puis avec l'agence, au départ, le plan, c'était on va aller ouvrir un bureau sur la Rive-Nord. Mais là, finalement, à force de travailler dans les stations de ski, ben là, les sommets m'ont proposé d'autres jobs. D'autres jobs, OK. Fait qu'on a continué... Puis à ce moment-là, ta conjointe, elle est encore là-bas. OK. Elle travaille encore sur la Rive-Sud? Oui, en télétravail. En télétravail. Ouais, exact. Oui, OK. oui. Ouais, là, on est rendu à 2 enfants, fait qu'on pourrait pas... Dans le coin, puis vous habitez... à Piémont. À Piémont, Ouais, OK, oui, non, exact. ça ne marcherait pas. Non, exact. Fait que non, c'est ça. Fait qu'on est, on est parti de là pour les sommets, là, un bon 2-3 ans plus dans la gestion puis la direction de différents départements. Là. En fait, je gérais à la fin tout ce qui était les locations de leur station de ski, les ventes de groupe, fait que tout ce qui était corpo, commandite, ainsi de suite. Puis les boutiques aussi à la fin. Là. Donc, j'ai eu bien du fun. Puis c'est géré aussi... Autant comme directeur d'école de ski, c'est du volume d'employés. C'est 150 moniteurs de ski avec qui on travaillait chaque jour. Puis dans les locations à 5 stations de ski, c'est de la route, puis c'est coordonner tout le monde, puis s'assurer que tout le monde est content, puis d'avoir ce petit côté-là rassembleur. Ouais. Puis la pandémie est arrivée. Oui, qui n'a pas été facile pour les mondes de ski du tout. Exact. En fait, ça a fermé. On était vraiment sur... on avait des beaux projets, puis qui ont tous réalisé maintenant depuis. On développait un nouveau logiciel. Puis, je pense que chez les sommets, j'ai vécu le côté d'être intrapreneur. Puis, s'il n'y avait pas une pandémie, je pense que je ne serais pas ici aujourd'hui pour te parler. Je serais encore là-bas. Ah ouais? Ouais. Comment ça? En fait, moi, j'ai toujours trippé. Puis, c'est une belle entreprise. Puis, je vais leur faire une petite pub s'il y a quelqu'un qui veut aller cool, les sommets. Oui, exact. Ils sont cool. Puis, en tout cas, de mon côté, ils m'ont laissé beaucoup de latitude à essayer des nouvelles choses, puis peut-être améliorer certains processus. Puis en tout cas, j'ai trippé solide. Mais là, en pandémie, c'est clair que ça tombe dans un autre contexte. Puis là, on était tous en télétravail, puis on était super sharp, puis on gardait tous leurs employés à l'année, payés à la maison pendant toute la pandémie pour garder tout le monde, mais aussi s'assurer qu'on puisse continuer à bien vivre. Mm-hmm. Puis là, en pleine pandémie, je veux dire avril 2020, en fait, pour l'instant, je ne savais pas comment ça s'appelait, mais mon installation septique a lâché. OK. Fait que là, en fait, il y avait une belle petite lumière rouge sur ma maison. Puis là, je me suis dit, ça doit dire que quelque chose marche. C'est une lumière rouge, c'est que ça marche. Fait que, tu sais, le gars qui connaissait zéro, rien là-dedans. Ouais. Puis là, à un moment donné, on flush avec glou, 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 glou. On fait OK, c'est bon. Puis là, je me mets à appeler les compagnies de vidange. Puis là, je dis, non, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton installation septique. Fait que tout le monde me référait à l'entreprise Defcon, que je connaissais parce que le propriétaire actuel, c'était le beau-père de très bons amis à moi, que je connais du ski. Puis là, j'ai eu le flash que dans des discussions d'après-ski, il m'avait dit, bon, j'aimerais ça prendre ma retraite à l'âge que je suis rendu, je veux vendre. Puis là, le processus s'est un peu engendré là. J'ai dit, tout le monde le réfère. Pourquoi? Peut-être que ça pourrait être excitant pour nous. T'sais. Attends, moi, je veux savoir le chemin mental que tu... Parce que tu travailles en marketing comme pour les sommets, qui est un milieu qui peut pas être le plus loin possible des installations sanitaires. Ouais. Je comprends qu'il y a comme une petite lumière qui allume de genre d'opportunités d'affaires, mais moi, demain matin, tu me dis qu'il y a une carrière de roche qui a besoin d'un racheteur, même si je sais qu'il y a des opportunités, mon chemin mental, c'est pas de me dire je suis la personne qu'il faut pour acheter ça. En fait, comment c'est passé? Il y a 2 volets. Il y a le volet, tu sais, pour s'être lancé en musique, en portefeuille, on a géré des comptes clients qui étaient autant le compte de laser tag que le compte de roulotte, que aller dans le ski, gérer des locations, des boutiques que j'avais vraiment jamais géré de retail. Ouais. Mon chapeau était plein d'expériences différentes, variées, que pour moi, c'était juste un autre défi. Une autre sorte de business. Mais la première étape qui a été, moi, la machinerie, là, puis tu demanderas à mes associés, là, je ne suis pas le plus grand chauffeur. Là. Fait que, tu t'es essayé, je veux dire. Oui, ça c'est clair. Mais fait que c'est juste de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Puis
par chance, Steve et Christopher, mes 2 premiers associés, en fait, ça faisait 15 ans qu'on travaillait ensemble dans les stations de ski comme moniteur, puis on avait monté les échelons, chacun à notre vitesse, chacun de part et d'autre. Puis eux, c'était quoi leur spécialité? Ils travaillaient dans... Ben Chris gérait les écoles de glisse à Saint-Sauveur et toutes les autres écoles de glisse. Et Steve gérait les opérations plus Saint-Sauveur à Villa. Puis Steve, dans sa famille, il avait de la machinerie. Puis Chris avait sa compagnie de terrassement, lui. On the side, l'été. Oui, exact. Fait que j'ai commencé à aller chercher Steve parce que c'est un ami aussi personnel depuis plus longtemps. Puis j'ai dit, hey, tenterais-tu, toi, de la machinerie? Puis j'ai dit, moi, je connais pas ça. Moi, je ne vais pas organiser cette entreprise-là, mais je ne pourrais pas m'occuper de la machinerie. Puis Steve, tout de suite, a dit, ben, go. Moi j'ai le goût. Puis on fait le move. Puis là, à force de discuter avec l'ancien propriétaire, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le côté service professionnel, conception était très important dans l'entreprise. Puis là, il nous a dit, dans nos négociations puis dans nos discussions, il nous a dit, il faut absolument que tu aies un technologue. Puis là, je vois sur Facebook, Christopher, il a fait une technologie en génie civil. Puis là, je l'appelle, puis je dis, hey, tu peux-tu être technologue, toi? Puis il dit, bah, peut-être, j'ai aucune idée. J'ai validé. Il sait même pas. Ouais, pourquoi? Fait que là, on s'est assis avec lui, on lui a expliqué le projet. Puis lui aussi, il est embarqué, les pieds joints dans le projet. Puis on a acheté cette entreprise-là qui s'appelait Defcon à l'époque. J'ai le goût qu'on parle plus du processus de rachat d'une entreprise parce que tu es le premier, je pense, qui vient au club qui est un... comment ils appellent ça? Les repreneurs. Les repreneurs. Ouais. J'ai envie qu'on en parle de savoir, genre, techniquement, comment ça se passe, les discussions, les négociations par rapport au prix, comment tu évalues la valeur de l'entreprise, etc. Ben, tu sais, je pense pas qu'on a un processus classique parce qu'on avait un grand côté humain avec l'ancien propriétaire parce qu'on avait des relations personnelles, puis on s'assurait que le deal marche. Okay. Parce qu'il faut vraiment, par expérience, puis en ayant parlé à d'autres personnes qui ont repris des entreprises, il faut s'assurer que ça soit un résultat gagnant-gagnant. Puis si quelqu'un se sent floué, ça ne marchera pas. Ouais. Puis dans tous les cas, c'est quelqu'un d'une institution financière qui me dit, il dit 99% du temps, l'ancien propriétaire, c'était prévu qu'il reste pendant des années. Puis après 6 mois, 1 an, c'est fini. Il part. Parce qu'il y a quand même un gros clash de culture quand il y a des nouveaux repreneurs. Puis je pense que c'est ça le grand défi quand tu reprends une entreprise. Mais globalement, nous, ça a bien été. Ça s'est tiré sur 1 an et demi. Je pense qu'ils n'y croyaient pas au départ, vu notre profil, jusqu'à temps qu'on y annonce qu'on a donné notre démission au sommet. Fait, parce que nous, on a toujours été, je veux dire, des gentlemen, c'est-à-dire qu'on a donné presque 1 an à l'avance notre démission pour laisser le temps à l'entreprise de prendre son envol. Fait que là, pendant ce temps-là, toi, il y a un certain moment que tu travaillais temps plein encore au sommet. Oui, puis on négociait. OK, c'était la négociation. Vous n'aviez pas démarré celui-là à ce moment-là. La journée qu'on est parti des sommets, c'était la journée... en fait, c'est 2-3 semaines avant qu'on tombe propriétaire officiellement. OK. Fait que là, on a acheté l'immeuble, on a acheté l'entreprise. Fait qu'il y a eu tout le défi de se présenter à l'équipe en place. Il était 14 à l'époque. Oui, il devait avoir la chienne là, de ce qui est en train d'arriver. Oui, c'est clair que ça n'a pas été évident. Il y en a certains qui se voyaient comme les repreneurs aussi. Fait que ça a été un défi. OK, ouais, j'avoue. Ça a été un défi pour nous quand ça fait longtemps que tu travailles quelque part. Fait qu'on a commencé vraiment, puis peut-être en rétrospective un petit peu trop low-key. On s'est rentré, on s'est assis, puis on n'a pas pris de place parce qu'on voulait voir comment l'entreprise roulait. On n'est pas arrivé en disant on va tout changer, mais rapidement, on a mis en place des petites améliorations sur des vieux processus qui étaient faits par l'âge de l'ancien propriétaire. Puis y a-tu eu de la résistance quand vous avez fait ces changements-là? Pas au niveau des... Oui, parce que sur les 14 employés qu'il y avait à l'époque, il en reste 5 aujourd'hui. Okay. Mais ça fait combien de temps? 4 ans. 4 ans, OK. Fait que il y a eu de la résistance, mais je pense que c'est plus parce qu'on a été bold dans notre philosophie, puis dans notre vision, puis dans notre mission, puis on a été clair avec tout le monde d'où on s'en allait. Donc, ceux qui trouvaient que ça fitait pas dans leurs ambitions personnelles, ben ils ont pris la décision de quitter. Ouais. Fait une fois que ça a été fait, puis ça a été fait progressivement, puis vraiment amicalement avec la majorité des gens, puis c'est des gens que soit on réfère ou qu'on continue à parler. Mais les gens qui sont encore là aujourd'hui, c'est qu'ils ont adopté notre nouvelle vision qui est ambitieuse, puis sont prêts à foncer dans le tas avec nous. Fait que c'est ce qui est le fun. Puis même si l'ancien propriétaire n'est pas là et plus là avec nous au quotidien, ben c'est encore un super bon ami. Puis au contraire, des fois, il nous dépanne, il remplace une pelle, il nous aide. Okay. Puis c'est le fun. Puis il est content
De voir ce que c'est devenu. Oui, puis de ne pas avoir à gérer ce qu'on gère aujourd'hui. Parce que la compagnie qu'on a achetée, elle gérait 200 projets par année. Puis en date d'aujourd'hui, on est à 1033 projets. Holy shit, OK, ouais. Fait que ça a explosé, là. Oui, exact. Fait que c'est un grand défi, puis c'est de la coordination. Là, ce changement-là, le 1000 quelques projets, il s'est fait à la deuxième, troisième année. En fait, avec le modèle existant, mettons, on a réussi à rendre ça après un an à 400. Ouais. Puis là, on a pris la décision de lancer Solio. Parce que, pour plusieurs raisons, parce que, puis tu sais, beaucoup de gens disent qu'on est une compagnie d'excavation. Tu sais, toi-même, quand je suis arrivé, mais on ne juge pas être une compagnie d'excavation. OK. Puis on a essayé de changer cette philosophie-là. Parce que DevCon était perçu beaucoup comme ça, mais le cœur de DevCon, c'était la conception puis l'inspection d'installations septiques. OK. Et ces inspections et ces conceptions menaient à faire les travaux. Donc, mais le nom DevCon, veut pas, ça fait DevCon, construction. Puis on avait des appels d'offres pour faire des rues, pour faire des ponts, OK. Mais on n'en faisait pas. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le client final, ben, il nous voyait comme la bunch d'autres compagnies d'excavation. Puis souvent, un exemple que je donne à mes partners, la garderie de ma fille était à Saint-Adolphe, d'Howard, jusqu'à tout récemment. Puis pendant 2-3 semaines, je me suis mis à compter les compagnies d'excavation que je croisais le matin. Surtout sur le chemin entre Moore-Knights et Saint-Adolphe. Mais il y a un matin que j'en ai compté 29. Ouais. Puis c'est un peu, ça a été la réalisation de Solio, c'est de dire, mais c'est pas ce qu'on fait, nous. Ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement, c'est du conseil aux clients. Puis c'est vraiment du clé en main en termes d'installation septique pour les clients. Puis la machinerie, pour nous, c'est un outil. C'est pas notre raison d'être. Ouais. Fait qu'on a décidé de créer le branding Solio, de changer complètement le nom de l'entreprise, puis de se lancer, puis vraiment là, tomber dans un branding qui est plus dans l'expérience client. Puis on a investi beaucoup dans justement le développement de technologie pour avoir des suivis un petit peu plus tête sur nos dossiers. Dans l'équipe des ventes, on a 4 personnes que leur seul job chez Solio, c'est de répondre au téléphone et aux questions des gens. Fait qu'on a beaucoup investi de ce côté-là, puis pas du tout du côté machinerie, parce qu'on pense que quand ton installation septique, puis je l'ai vécu moi-même, puis ça part de ce sentiment-là, quand ça ne marche plus, là, tu es un peu pris au dépourvu, puis tu veux que ça marche rapidement. Là. Oui, puis moi aussi, je l'ai vécu, comme je t'ai dit. Puis c'est des moments où on dirait que c'est comme une claque d'en face de bien des gens. Moi, maintenant, je travaille en immobilier, fait que je sais ce que ça représente. Là. Mais quand tu es nouveau là-dedans, puis que tu n'as pas nécessairement les connaissances ou même l'intérêt, genre, de gérer les problématiques de maison, quand on arrive, puis tu commences à faire des soumissions, puis des fois, ben, tu sais, le moins cher maintenant, ça doit être comme 20 000. Une nouvelle installation septique, si tout se passe bien. Exact. Ça peut aller jusqu'à 30, 40, même mes beaux-parents, je pense que c'est allé à 75 000 parce qu'ils sont en bord de lac, là, puis ils ont un système vraiment particulier. Mais ça, pour la grande majorité des gens, c'est quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Il n'y a aucun plaisir à investir là-dedans. Non, effectivement. C'est pas comme refaire une cuisine. Là. Non, absolument. Puis c'est souvent ce qui est drôle dans les salons de l'habitation. On est souvent, par hasard, placé plus vers la fin du salon. Puis là, les gens, ils viennent nous voir et font « Bon, fait qu'il faut que j'oublie mon spa qui est à côté parce qu'il faut que je m'achète le spa de nage là, à 25 000 mais c'est un peu aussi le thinking derrière Solio. C'est tellement important parce que sans ça, ta maison, ben, tu peux pas faire grand-chose. Mais au moins, on va s'assurer que ce processus-là soit clair puis que le client ait été bien informé aussi. Nous, on se fait un devoir d'être indépendant. Puis nos technologues sont membres de l'ordre naturellement. Puis ils ont un devoir d'informer le consommateur puis de bien le renseigner sur les choix qu'il doit prendre. Puis le client a des choix à faire en cours de route, mais c'est son terrain qui va guider 95% du type d'installation septique qui est possible de faire. Fait qu'on a comme un peu ce jeu-là de je comprends que tu aimerais savoir ça, mais c'est pas possible en fonction de la réglementation. Puis là, c'est là d'être créatif, puis c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire sur ton terrain. Donc, tu sais, on fait beaucoup d'inspections de terrains vacants, par exemple, puis les gens ont un beau projet de rêve, mais par exemple, le garage que tu voulais bâtir ou ta piscine. Il est là où c'est la seule place que tu peux aller mettre ton champ de polissage ou ton installation septique. Donc, c'est le défi. Puis là, on s'est dit, on va essayer de travailler plus en amont, puis de développer du contenu. Là. On a une 40aine d'articles sur le site de Solio, on a une 30aine qui s'en vient encore, pour que les gens, au moins, aient une référence québécoise sur c'est quoi avoir une installation septique, puis
puis quand il y a une problématique, ben, qu'il y ait un peu un point de référence. Oui, oui. Puis même moi, tu sais, puis il y a des courtiers immobiliers qui vont peut-être écouter l'épisode, là, puis tu sais, vous êtes devenu un allié dans mes transactions de chalets dans le Nord, parce que c'est ma business, c'est quasiment juste des chalets, puis c'est rendu que je pose quasiment même plus la question s'il y a les égouts ou non, parce que dans les Laurentides, 90% du temps, il n'y en a pas. Puis j'étais tellement content la première fois qu'il y a un de vos employés qui est venu faire une inspection de fosses septiques existantes, parce que c'est un domaine où il y a des gens qui se disent spécialistes de fosses septiques, d'inspection de fosses septiques, puis j'ai vécu moi-même des expériences où j'étais avec un inspecteur de fosses septiques qui ne travaille pas pour une entreprise qui en installe, puis je trouvais que le plus-value qu'il amenait à la transaction était pas vraiment là. Puis même, j'ai des fois eu l'impression que ces gens-là qui sont inspecteurs de fosses septiques faisaient juste toujours dire que tout était exécrable. Comme ça, ils se protègent d'une certaine façon. Parce que si tu dis ta fosse septique a fait sa job, ben là, tu prends la responsabilité que s'il y a quelque chose qui ne marche pas 3 mois plus tard, tu sais. Ben c'est le défi, puis c'est un peu le défi du domaine de l'inspection là, pour les installations septiques. C'est impossible de savoir la durée de vie restante d'une installation. Ce qu'on peut dire, c'est tout a l'air sharp. Selon les flags qu'on voit. Ouais. Ce qui est vraiment important, c'est la journée que ça ne marche plus, là, combien ça va coûter. Ben, c'est ça. Puis c'est ça, avec les courtiers, on a, dans les 2 dernières années, puis l'ancien propriétaire, qui quand c'était sous le nom de Defcon, avait moins développé cette relation-là. Oui, puis cette vision-là. Puis nous, on a beaucoup d'amis courtiers aussi. Ouais. Puis on s'est dit, hey, si on travaille à place, justement, en amont avec eux, puis on donne des formations, puis on s'assure que l'installation septique, ça ne devienne pas un côté lourd de la transaction. Ouais. Puis qu'au contraire, on est appelé en même temps que l'inspecteur de bâtiment, puis on s'assure que c'est un tout. Parce que là, ce qui arrivait, c'est qu'on est appelé 3 jours après l'inspection de bâtiment. Tout le deal, c'est le deal de rêve. Puis là, nous, on venait briser ça en disant, ouais, l'installation, c'est en bord de lac, c'est 75 000. Ah, ben là, on n'a pas ça dans notre budget. Fait que c'est d'être là un petit peu plus rapidement dans l'équation pour renseigner, prévenir, puis trouver des solutions aussi. Tu sais, je dis n'importe quoi. Si c'est un chalet de 4 chambres à coucher, puis que ça ne le fait pas une nouvelle installation, c'est une nouvelle installation qui serait très technique à 75 000, mais qu'à 2 chambres à coucher ou 3 chambres à coucher, ça le ferait. Mm-hmm. Ben là, c'est des discussions qu'il faut avoir avec le client puis voir qu'est-ce qui est possible de faire sur ce terrain-là, tout en ayant l'esprit du technologue. Puis ça, c'est important. Puis c'est là que dans le marché de l'inspection, c'est difficile. Il y a des gens qui n'ont pas d'ordre professionnel derrière eux pour un peu régir ce qu'ils vont écrire dans leur rapport puis ce qu'ils vont dire aux clients. Puis nous, on milite beaucoup là-dessus de dire faut qu'il y en ait une. Que vous engagez, là, nous, on ne veut pas toutes les faire puis on veut travailler avec tout le monde. Mais assurez-vous que la personne est membre d'un ordre et que vous ayez une protection en 100%. Cas de problématique. Puis ça se sent dans votre approche. Tu sais, quand les gars ils viennent faire les inspections, je trouve que ça se sent que sont pas en mode on veut vous vendre une installation septique. C'est vraiment juste une consultation de comment, écoute, mettons ta fosse a 15 ans, voici le temps habituel qu'une installation peut durer. Et voici, selon ton terrain, combien ça peut te coûter. Maintenant, fais ce que tu veux avec cette information-là. Puis il y en a beaucoup qui... Notre modèle est très intégré. Là, on fait l'installation, la conception et les travaux. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont nous reprocher justement, ah ben là, c'est sûr, vous voulez faire les travaux. Mais nous, dans notre philosophie d'entreprise, en étant membre de l'Ordre des technologues, on ne pourrait pas falsifier des inspections pour essayer de faire les travaux. Là. Ouais. Ça serait complètement illégal. Le volet inspection, là, on le voit vraiment, nous, de notre côté, comme imprimer des cartes d'affaires chez Vistaprint. On va renseigner le client, on va l'informer, puis après, c'est « Hey, si c'est dans 25 ans que tu nous appelles ou dans 15 ans, aucun problème. » Ce qu'on est chanceux, c'est que la compagnie Defcon qu'on a acheté existe depuis 30 ans, 35 ans. Ben, ils ont à peu près toujours fait des inspections. Fait qu'en ce moment, on a des gens qu'on a inspectés en 2013, 2014 qui, là, sont prêts 10 ans plus tard. Fait que nous, on le sait que ça vaut la peine, puis ça ne sert à rien de précipiter les choses, surtout que quand tu achètes une maison, tu vas investir dans la cuisine, dans la décoration, dans le revêtement extérieur, dans tout sauf l'installation septique. Ouais, 100%. Mais quand ça ne marche pas, il faut que les gens soient au courant. Ouais. Puis il faut pas prendre trop de temps parce que ça peut devenir aussi très... ça peut devenir exécrable. Oui, exactement, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est exact. Mettons qu'on revient plus au côté entrepreneurial de la chose. Une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est tout le temps, il y a des défis dans une entreprise. C'est quoi, selon toi, depuis que vous avez starté le projet, le plus grand défi que vous avez eu à faire face?
C'est une bonne question. Je pense que, à la base, on est je veux dire, des good guys, là, c'est-à-dire qu'on est des gars rassembleurs, puis on veut avoir, on a confiance facilement en tout le monde, puis on veut s'assurer que tout le monde soit heureux, content. Puis ça a fait que je pense en cours de route, on s'est fait jouer des tours, surtout en termes de recrutement avec certaines personnes. Plus en sous-traitance ou Non. même au sein même de Non, l'équipe? vraiment des gens qu'on engageait que, OK, oui, c'est bon, attends, on va se serrer la ceinture, on va pouvoir te donner ce salaire-là, X, parce qu'on a confiance en toi. Mais la petite voix intérieure, ben, on l'écoutait moins parce qu'on disait, hey, la fille, le gars, il est sharp, on va y aller. Mais peut-être que le défi les allumait pas tant versus le paycheck à la fin de la semaine. Puis ça arrivait à plusieurs reprises qu'on a fait confiance puis que finalement, on aurait dû être plus prudent dans cette confiance-là. En termes de développement, autant fournisseurs, partenaires, sous-traitants, on est quand même plus que c'est des gens externes, on est plus rigoureux dans nos décisions puis dans nos négociations avec ces personnes-là. Mais c'est vraiment plus au niveau interne. Quand quelqu'un rentre dans la famille, puis c'est peut-être l'erreur qu'on faisait, on disait c'est la famille Solio, la famille Defcon. Mais là, on est plus en train de switcher, de dire c'est une équipe. Ouais. Fait que, Je trouve que c'est important d'en parler. Le recrutement, c'est clairement un des trucs les plus complexes actuellement dans le monde de l'entrepreneuriat. Là. J'en ai parlé dans l'autre saison du club avec les propriétaires du Baumier, mettons, en restauration. C'est l'enfer. Trouver du monde. On se le cachera pas. Une entreprise qui travaille dans le monde d'installation septique, c'est pas comme une boîte de marketing dans le Myland à Montréal qui est super trendy, etc. Est-ce que vous voyez que, étant donné le type de business que vous avez, d'aller chercher des jeunes, d'aller chercher du monde, justement, qui ont la passion, en fait, c'est difficile ou... C'est le jour et la nuit depuis qu'on a changé de branding puis que notre vision est claire. T'sais, la mission de Solio, c'est de devenir la référence en installation septique au Québec. Fait qu'on a une très grande ambition. On développe des territoires, Montérégie, Outaouais. Donc, quand les gens arrivent, ils arrivent dans une entreprise qui est au début d'une belle histoire. On va dire ça comme ça. Ouais. Puis, on a pris aussi la décision de ne plus ou presque plus engager des gens qui... Ça fait longtemps qu'ils travaillent dans le monde de la construction. Okay. Ce qui est un peu atypique pour notre type d'industrie. Ouais. Mais c'est que veux pas, la construction est beaucoup gérée au niveau de la CCQ qui fait un superbe travail pour s'assurer que les conditions de tout le monde soient respectées puis correctes. Mais ça fait aussi qu'il y a un certain côté gris à cette industrie-là, puis ça, c'est mon avis personnel, qui fait que tu travailles à l'entreprise A ou l'entreprise B, ben tes conditions et ton salaire vont se ressembler. Versus nous, en étant des rassembleurs, ben nous, notre vision, c'est hey, on veut que tu aies du fun à faire ce que tu fais. Puis souvent, ce qu'on dit, on est dans la marde à longueur d'année puis à longueur de jour. Fait qu'au moins, il faut avoir du fun ensemble. Fait qu'on a priorisé beaucoup plus le côté attitude, le côté humain que le côté expérience. Puis on bâtit les gens avec nous. Fait que tu as été commis d'épicerie, que tu as travaillé dans le ski, tu sais, on en a beaucoup vu notre réseau de contacts. Ben, on va partir de zéro avec toi, puis on va monter les échelons. T'sais. Puis ça fait qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est serré. Autant les gens qui étaient là avant aussi, ils ont adopté la vision, puis au contraire, sont excités de dire hey, on fait le projet. Cool. Oui, exact. Puis surtout qu'on atteint nos objectifs. Fait que c'est ça qui est encore plus intéressant. Je me rappelle notre souper de Noël l'année passée. J'ai dit aux employés, bon, on va faire 750 projets cette année. En date d'aujourd'hui, on est à 1030-35. L'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. Puis ils ne me croyaient pas. Tout le monde est parti à rire quand j'ai dit 750. On en a fait 500 l'année passée. Mais on a atteint l'objectif. Fait qu'on a le couteau entre les dents, puis l'équipe nous suit. Puis au contraire, nous, quand tu rentres dans l'équipe, tu veux faire le défi, ben sky's the limit pour toi. Ça va être ta limite personnelle. Puis c'est ce qu'on dit à tout le monde. Si tu veux devenir gestionnaire, directeur, développer un territoire, go for it. Assieds-toi avec nous, puis on va le faire ensemble. Fait que ça crée ce sentiment-là d'appartenance qu'on n'était pas capable d'aller chercher quand on allait chercher la personne qui avait beaucoup d'expérience dans le domaine. Mais Jason, qui ça fait 30 ans qu'il fait des installations septiques, puis qu'il a passé 8 entreprises. Il est un peu aigri aussi de comment ça s'est passé avec les 8 entreprises. Exact, puis on a tellement une approche différente, puis je suis certain que les gens qui sont partis nous le diraient. Puis des fois, c'est déstabilisant, mais on essaye de toujours mettre l'humain de l'avant. Puis des fois, je comprends que tu veux ça, mais moi, je veux me coucher le soir puis être fair avec toute l'équipe, puis je peux pas te donner ça. Ça ne fera pas. On a laissé partir des gens pour ces raisons-là.
Mais on pense que, justement, au final, on se couche le soir, on a des 5 à 7 mensuels, puis on peut regarder tous les employés dans les yeux en se disant on est honnête avec tout le monde. Puis ça, c'est important pour nous. T'sais. Tu parlais du fait que dans la business, tu veux que les gens, en plus de travailler dans marde à longueur d'année, ils aient du fun. Ouais. C'est quelque chose qu'on entend souvent, veut pas, chez les propriétaires d'entreprise. Comment ça se traduit, ça, dans, mettons, moi, là, je travaille 40 heures semaine pour Soluo. Comment ça se traduit dans ce que les dirigeants vont implanter pour que les gens aient du fun sur place? Le premier point puis, qui est important pour nous, c'est la latitude dans l'horaire. Là. Puis c'est drôle, là, justement, j'ai accueilli une nouvelle employée ce matin, là, puis elle me dit ça va être quoi mon horaire? Puis j'ai dit c'est à toi de me le dire. T'sais, en fonction de tes tâches et responsabilités, tu me diras ce qui te convient le mieux. Si toi, à 10 heures, tu regardes ton écran puis tu sais pas quoi faire, puis tu as le goût d'aller nager ou d'aller faire du vélo, vas-y. Ce qui est important pour nous, par contre, c'est que tes objectifs sont clairs puis qu'ils soient atteints. Mm-hmm. Après, si tu travailles le samedi soir à minuit parce que c'est là que tu te sens performant. C'est là que tu te sens performant, go for it. Mm-hmm. Fait que, tu sais, déjà, cette latitude-là, j'ai l'impression que les gens, ça leur donne ça relâche un peu le stress, tu sais. Même si nos exigences sont quand même importantes, ils vont l'être de plus en plus parce qu'on a des grandes ambitions. On s'assure qu'au moins leur balance work-life, c'est ça, soit intéressante. Mm-hmm. Puis après, ben, c'est clair qu'on essaye les dîners d'équipe 5 à 7, on a notre fût de bière au bureau, on essaye d'avoir cet esprit convivial-là. Puis surtout, ce qui fait une grande différence, on est 100% transparent sur la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que la vision, mission, les bons coups, les mauvais coups, on parle à chaque année, puis à chaque 2-3 fois par année, on tient tout le monde au courant de où on s'en va, comment ça va. Ce qui fait que tout le monde est impliqué aussi. Mm-hmm. Ça motive l'équipe aussi, là, c'est clair. Là. 100%. Vous êtes tous quand même jeunes, là, les propriétaires. Puis vous êtes tous des gars super accessibles, genre avec qui tout le monde se verrait prendre une bière tranquillement. Là. Comment on fait dans ce temps-là pour créer l'espèce de division entre, justement, on veut que tout le monde ait du fun, on veut que les gens soient prêts à se confier à nous s'il y a des problèmes, mais en même temps, je suis ton boss, puis il faut que je sois capable de mettre mon pied à terre à quelque part. C'est un défi, là. C'est clair que c'est un défi. Puis les gars humains en nous, on a de la difficulté des fois à le faire. Puis c'est là que notre transparence totale sur les objectifs, ce qu'on veut faire, ça permet aux employés de savoir ce qu'on s'attend d'eux. Fait que la journée qu'on a des discussions difficiles à avoir avec ces personnes-là, si les objectifs étaient clairs day one, ben c'est plus facile d'avoir la discussion difficile avec la personne. Puis le côté humain sort de cet aspect-là. Tu sais, je me rappelle, il a fallu à un moment donné terminer une employée. Puis côté humain, c'était pas facile parce que j'adorais cette personne-là, mais les résultats n'étaient pas là. Puis au final, cette personne-là a travaillé sur elle-même, puis est revenue 1 an et demi plus tard. Puis c'est une toute autre personne. Puis t'as redonné une chance. Puis c'est un peu le défaut des good guys, là. Mais on a confiance envers l'être humain. Puis quelqu'un qui est prêt à se donner, puis qui est allé suivre son cours, qui a replacé sa vie, qui est prêt, go, on va le réessayer. T'sais. Ah ouais, OK. Ouais, fait que puis c'est là de dire que peu importe que tu aies travaillé avec nous actuellement ou que tu as déjà travaillé avec nous, moi, je suis à l'aise de croiser tout le monde à l'épicerie puis de me coucher les deux oreilles parce que j'ai été transparent, franc, puis le processus était clair. Fait, en se basant là-dessus, ben, on est certain de jamais se retrouver, puis des magouilles ou peu importe, là, des faux discours avec des personnes, on essaie de pas en avoir. Puis quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. Ouais. Et on part de là. T'sais. Je pense que c'est drôle qu'on parle de ça parce que autant moi, j'ai tout le temps eu l'esprit entrepreneurial dans tout ce que j'ai fait. Le petit truc que j'ai jamais été capable de vraiment intégrer ou de passer ce cap-là, c'est justement le fait d'être capable de déléguer et d'avoir du monde qui travaille pour moi sans que je les mette, je sais pas comment dire, je suis aussi un people. Ouais. Fait que les fois que j'ai engagé des gens puis que, mettons, j'ai eu des adjointes dans la vie ou whatever, je me retrouvais à leur parler comme si c'était des amis et à un moment donné, être comme dans une position où j'étais comme là, je me sens mal d'y demander de faire quelque chose parce que... Fait que là, je me retrouve à le faire moi-même. Ouais. Je paye quelqu'un. Non, mais c'est clair, là. On dirait que moi... Mais nous, ce qui a aidé, c'est d'être une équipe de 3 au départ. Ouais. Il a fallu mettre une structure rapidement pour me sortir des opérations quotidiennes. Puis c'est drôle, j'avais la discussion avec une dessinatrice la semaine dernière qui me disait c'est pas mal plus facile de parler à toi qu'à mon boss. Puis j'ai dit c'est normal. J'ai dit moi, ma job, c'est le fun de parler. C'est du monde. C'est d'imaginer le futur puis d'avancer. Mais il dit la job de ton boss, c'est de s'assurer
qu'on La livre job et est qu'on faite, atteigne la mission. Ouais. Donc, il y a une raison pourquoi moi je suis là puis que lui est là. Ouais. Puis c'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est qu'il y a des objectifs puis il faut s'assurer que ça marche. Ouais. Fait qu'on a réussi à créer ça, mais ça a été difficile. Le nombre, tu sais, les premières années, j'étais le seul au bureau. Les 2 gars étaient sur le terrain. Fait que tout le monde venait me voir pour des questions. Puis, moi, je suis propriétaire, je vais répondre. Puis là, ça a été dur de dire, demande-y, demande à Steve. Ouais, là, c'est demande pas à moi, Chris, là. demande à... Ouais. Fait que ça a été un gros défi. Mais là, on commence à le faire. Puis c'est encore un défi tous les jours. Là. Des fois, je prends une décision, puis les gars sont Étienne, fallait que tu l'envoies à la bonne personne. Puis je sais, tu sais, mais Ouais. c'est ça. Quand t'aimes le monde, c'est difficile de pas le prendre. Surtout quand tu connais tellement les 2 gars avec qui tu es associé, tu sais la décision qu'ils vont prendre. Mais il y a quelque chose à créer. Là, fait que... 100%, je comprends. T'en as parlé un petit peu là. Je pose tout le temps aussi la question de on se voit où avec la business dans 5 à 10 ans? T'as effleuré un peu ce que tu voyais, mais plus concrètement, disons, on est en 2034. Soluo, c'est quoi? Le Romano Fafard en 2034? C'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Je pense que oui. Si la planète ne se meurt pas sous les rayons du soleil. Excellent. Ben, si on fait les installations septiques, tout le monde, ça va bien aller. Déjà, on va arrêter ça de va aider. Ouais. En fait, notre objectif avec Soluo, comme je t'ai dit tantôt, c'est de devenir la référence en installation septique au Québec. On veut se sortir du modèle. Notre industrie est pas mal divisée en ce moment. Tu as les technologues d'un côté, les excavateurs de l'autre, les distributeurs, les fabricants. Nous, notre objectif, c'est de rassembler toute cette belle grande gang-là, puis de créer un brand qui est Soluo, qui est un peu comme le Calinette de l'installation septique, c'est-à-dire que tu penses à installation septique, tu penses à Soluo, puis après, ben, c'est de travailler avec tous les gens qui ont le goût de travailler avec nous. Mm-hmm. Fait qu'on veut être un peu le hub de l'installation septique au Québec. Donc, qu'il y aurait des franchisés éventuellement. Pas nécessairement des franchisés parce qu'on pense que l'expérience client directe doit être gérée par nous-mêmes à l'interne. OK, fait que mais disons... c'est-à-dire qu'on pourrait travailler, ce qu'on ne fait pas en ce moment, avec des excavateurs qui pourraient être installateurs de nos systèmes, par exemple. C'est ça que je me demandais, genre Martin, excavateur depuis 5 ans, qui installe des installations septiques dans le coin de Québec. Ouais. Puis que là, il a le goût de joindre Soluo. Comment Exact. Il nous lâche un coup de fil. On a une section SoluPro sur notre site web. OK. Puis il faut qu'il soit prêt à avoir les mêmes standards de qualité que nous. Puis nous, ce qui est important pour nous, c'est de garder la relation avec le client puis s'assurer de bien l'informer. Fait qu'on enlève un petit poids sur les épaules de l'excavateur de t'es pas obligé de t'occuper de ton client. On s'en occupe. On s'assure que le client comprend qu'est-ce qu'on est en train de faire chez lui. Puis toi, tu t'assures de faire ce que tu aimes, opérer ta pelle puis installer le système. Puis... Fait que ça, c'est du volet excavation. Puis du côté technologue, ben, c'est la même chose. Il y a beaucoup de technologues il y a les deux côtés qui adorent dessiner, mais qui n'aiment pas tant aller sur le terrain prendre les informations. Donc, on peut peut-être travailler en collaboration avec eux. Ou le contraire, le technologue qui aime rencontrer ses clients, qui aime aller imaginer les solutions, mais que la job de rédiger le rapport puis faire les plans, c'est moins son dada, mais peut-être qu'on peut travailler en équipe. Puis on a vraiment la vision qu'on ne veut pas toutes les faire, les installations septiques. On veut juste que tout le monde le fasse bien. Mm-hmm. C'est un peu ça notre grand défi. Puis c'est pour ça que Soluo aussi, il y a un gros volet de technologie. On a développé un logiciel qui permet d'intégrer tout ce beau monde-là ensemble puis qu'on travaille en équipe au bénéfice du client. T'sais. Puis techniquement, le modèle d'affaires fonctionnerait comme... Tu sais, ce serait quoi l'avantage de ce gars-là à Lévis de travailler sous la bannière de Soluo? Est-ce que c'est ça fonctionne-tu à la commission? Y a-tu comme un pourcentage fixe qui lui revient, un à vous, un à lui? En fait, tu sais, nous, notre modèle, c'est d'être le plus transparent possible avec le client. Fait que c'est le client, dans le fond, on s'occupe de son projet de A à Z, donc la gestion de projet est de notre côté. On lui vend les composantes, etc. Puis après, l'excavateur, ben, il fait son travail. Puis il n'y a pas de cachette au niveau du client. Le client est sûr de payer la bonne chose que l'excavateur a fait. Fait qu'on on est plus dans le thème de fournir des chantiers à des excavateurs qui sont à bon endroit parce que ça ne ferait pas de sens pour nous de prendre une pelle de Piémont et l'amener à Trois-Rivières. 100%. Ça serait absurde. À Trois-Rivières, je suis certain qu'il y a un bon excavateur super impliqué dans sa communauté qui veut bien faire les choses. Ben, nous, on veut que lui nous appelle puis qu'il ait le goût de travailler avec nous. Puis nous, au contraire, le volet technique expert, on va s'en occuper. On va s'assurer que le client est bien renseigné. Fait que toi, tu vas arriver sur ce chantier-là. Tu n'auras pas eu besoin de rien faire autre qu'amener ta pelle puis venir réaliser les plans qui ont été conçus. Fait qu'on veut vraiment simplifier leur vie parce que veux pas, quand tu as une compagnie d'excavation, là, ton téléphone, il sonne sans arrêt pour 1000 et autres projets. Fait que nous, on est plus dans... Le client, on va le dorloter, on va s'assurer qu'il sait qu'il prend les bonnes décisions puis surtout qu'il ne se fasse pas influencer pour des intérêts pécuniaires d'un côté ou de l'autre parce que il peut y avoir des ristournes cachées, des choses comme ça dans notre industrie. Fait que nous, en tant que technologue, notre travail, c'est de s'assurer qu'on est 100% transparent avec le client puis que le client est conscient dans quoi il s'embarque puis pourquoi
et on s'en va dans cette direction-là. Ouais. Puis j'ai vu, je pense, il y a quelques mois, vous avez annoncé que vous faisiez maintenant des projets en Estrie sur la Rive-Sud. Ça, est-ce que c'est comme littéralement une nouvelle branche avec comme un responsable Soluo sur place ou c'est justement un associé externe? Ouais, ben en fait, c'est un... C'est drôle, un ami d'amis, et ainsi de suite, qui est en excavation sur la Rive-Sud. Puis on s'est retrouvés à se croiser, puis on lui a parlé du projet Soluo, puis il est embarqué les 2 pieds dedans. Donc, lui, il est basé directement sur le territoire à Saint-Charles-sur-Richelieu. Okay. Puis son grand défi avec son équipe déjà en place, ben, c'est de développer la marque Soluo sur le territoire. Fait que nous, on est beaucoup plus en support au niveau service professionnel. C'est encore nous qui fait toute la conception, trouver les solutions. Puis après, lui, ben, il va accompagner les clients jusqu'à la fin dans leur projet de la réalisation des travaux, comme on fait. Je comprends. Puis tu me sembles être quelqu'un qui a des grandes idées pour oui. la business. Je t'écoute parler, puis je pense que c'est ça qui te drive tout le temps. Tu parles d'éventuellement avoir la référence un peu comme Calinette, mais dans l'installation septique au Québec. As-tu déjà pensé à aller chercher des parts de marché à l'extérieur de la province ou c'est pas les mêmes façons de travailler, les mêmes reconnaissances? Le grand défi qu'on a, c'est au niveau de la réglementation. C'est une réglementation provinciale, donc chaque province a sa propre réglementation. Fait que c'est notre barrière qu'on a, mais c'est clair que dans notre plan de match 2034, ça en fait partie. Mais pour l'instant, notre objectif, c'est de bien faire les choses. Puis c'est tout le temps le défi aussi quand tu es en croissance, c'est de ne pas grandir trop vite et négliger la qualité. Juste sur la croissance, puis à un moment donné, tu perds. Exact. Puis cette année, ça a été un défi là, de passer de 500 à 1000 quelques projets. Là, je te dirais. Avec la même équipe? Il n'y a pas une personne de plus. Là. Puis ça a été le grand défi de s'adapter puis de justement développer notre logiciel, développer nos pratiques de travail pour s'assurer de bien accompagner tout le monde. Mais on était victime un peu de notre popularité, entre guillemets. Là. On ne s'attendait jamais à ce que ça explose autant cette année. Mm-hmm. Puis, tu sais, on n'est pas 100% satisfait naturellement de tout, mais globalement, on va s'en être bien sorti. Ça a bien été. Qu'on a fait. Puis, tu sais, maintenant, l'objectif l'année prochaine, c'est 2000. Ouais, si tu doubles à chaque année, c'est ça, exact. Exact, mais là, on a plein d'autres projets en même temps. Ouais. Je pose aussi souvent cette question-là. Disons que demain matin, tu as un jeune qui t'approche, qui est comme hey, moi, Soluo, je trouve ça trippant. Je veux pas travailler dans les installations septiques. Je veux me partir à une business, je sais pas, d'ébénisterie, whatever. Quelque chose qui a rapport au monde de la construction. Ça serait quoi les grands conseils que tu donnerais à cette personne-là en fonction de ce que tu as appris, les erreurs que tu as faites, les bons coups? Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune-là qui veut faire un peu le même parcours que vous? Ben en fait, tu sais, puis ça, je me base sur le note, là. Essaye de penser différemment que ce que tout le monde fait. Mm-hmm. C'est ça qui va peut-être faire que tu vas sortir du lot. Tu sais, des fois, je trouve qu'en construction, c'est tout le temps le même rouge chez camion, tout le temps la même idée, tout le temps le même discours. Essaye d'acquérir de l'expérience avant ailleurs, dans complètement d'autres choses, pour peut-être l'amener dans la construction, qui vont faire que tu vas avoir une vision différente de ton industrie, puis qui va peut-être t'amener ailleurs. Tu sais. Ouais. Je trouve que le grand défaut du monde de la construction, c'est le gars qui était couvreur qui passe à la compagnie de couvreurs. Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est un milieu, je pense, qui promue beaucoup les ouvriers de leur propre domaine 100%. à partir de leur business, ce qui fait du sens parce que, bon, tu deviens un expert. Travail, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'en cours de route, le client il est peut-être oublié. Mm-hmm. Puis c'est là qui est aussi derrière Soluo, c'est de dire, ben nous, tous les gars qui veulent s'acheter une pelle puis qui veulent se lancer, appelez-nous. On va travailler ensemble, on va vous aider. Mais on va s'occuper du client, puis ça, c'est important. Puis c'est là de dire que l'expérience externe. Puis c'est la meilleure chose, c'est que notre partenaire en Montérégie a travaillé en finance à Toronto des années et des années. Il a parti des startups. Il est complètement dans un autre domaine. Puis aujourd'hui, il est dans l'excavation. Ce qui fait qu'il y a un regard complètement différent que le reste de l'industrie aussi. C'est un peu, je veux dire, un âme sœur qu'on a rencontré en cours de route. Mais fait que, aux jeunes qui veulent se lancer, moi, j'ai dit... ose essayer des choses, va enseigner le ski, va vendre des téléphones, va vivre complètement d'autres choses. Puis après, ton domaine, il va rester. Il va toujours avoir des maisons qui vont se bâtir. Oui, puis l'expérience que tu vas avoir développée dans cet autre domaine-là va être un outil 100%. Super. Tu sais, toi, c'était plus le marketing, etc. Puis c'est important. Oui, parce que je crois pas que le marketing... Ça, je trouve que c'est quelque chose de fou, là, mais je pense que
un truc où le bas blesse souvent dans l'industrie de la construction au Québec, c'est le marketing. J'ai l'impression que, justement, étant donné que le mode de pensée provient souvent des ouvriers de la construction qui deviennent entrepreneurs, ben c'est des gars qui, veulent pas, sont très techniques, très les deux mains dans le projet, mais ils n'ont pas cet intérêt-là, ni les connaissances qu'il faut pour mettre leur service de l'avant. Puis des fois, vont aller dépenser des sommes considérables dans des firmes de marketing qui savent comment vendre à des gars de construction. Puis tu regardes ça, ce c'est qu'ils un font, t'es problème. comme... Non, le nombre d'agences qui nous ont approchés. C'est Puis triste un peu. je suis le pire client parce que j'ai Ouais. travaillé là-dedans, fait que je dis non à tout. 100%. Mais c'est des budgets qui ont aucun bon sens, juste parce qu'on était une compagnie de construction. Puis ça, c'est important de faire attention. Puis au contraire, moi, au niveau marketing, je conseille aux gens, appelle ton ami un peu nerd qui tripait, là. Lui, il va t'aider, puis tu vas avoir du fun, puis tu vas en avoir beaucoup plus pour ton argent que quand tu débutes, là. Ouais. Fais-toi pas avoir, tu vas tout dépenser dans une grande agence, tu sais. Ouais. Puis surtout, genre, je l'ai juste en anglais dans la tête l'expression, mais genre, in this day and age, je trouve que le marketing qui fonctionne, c'est beaucoup du marketing de proximité où tu sens le côté humain derrière l'entreprise. Puis je pense que c'est difficile pour des grosses boîtes, puis il y en a qui font super bien leur travail, là, mais je pense que c'est difficile pour des grosses boîtes d'aller voir des petites business, des PME qui commencent, puis d'être capable de traduire ce côté-là humain dans leur day-to-day à un montant qui est possible. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le côté de genre, mettons que là, ça commence à marcher tes affaires, là, tu fais 200 000 de chiffre d'affaires par année avec ta business de toiture, whatever, puis que là, ben, tu as une grosse somme qui est comme, moi, pour 130 000, mais là, c'est la moitié de ce que je gagne, j'ai mes gars à payer, fait que souvent, ils vont pas choisir de faire ces choix-là. Puis dans le fond, ce que ça prendrait, c'est quelqu'un, un ami, justement, avec un sel sur tes chantiers qui fait de la création de contenu, qui est bon avec ça, etc. C'est difficile parce qu'ils n'ont pas nécessairement ces connaissances-là, mais c'est drôle. Vous, je trouve que c'est super bon ce que vous faites. Je vois aussi, il y a une autre entreprise qui revient tout le temps dans mon feed d'électriciens. Je pense qu'ils sont sur la Rive-Sud, mais j'ai pas le nom là, en tête. Là. Mais je vois tout le temps leurs vidéos passer. Mais nous, c'est notre défi. Le vidéo, là, c'est comme ça la prochaine étape. Oui, c'est clair, c'est clair. Le mode... Il faut le faire, puis... C'est encore une fois, puis dans ces entrepreneurs-là, là, souvent, ce qui fait la différence, c'est l'humain derrière. C'est le gars qui a osé se partir. Ouais. Souvent, il n'est pas connu. Puis, tu sais, c'est la raison pourquoi on débarque à 4 au Club Nordique. Ouais. C'est les liens qu'on tisse 100%. avec les gens. C'est ça qui va faire la différence. Puis, tu sais, dans les salons, on n'envoie pas des membres de l'équipe. Là. On est les 4 propriétaires, on est là. Puis, tu sais, les premières années, là, on a patiné. Là, en fait, on a développé un peu notre modèle d'affaires puis notre offre de service en fonction de ce que les gens voulaient vraiment. On a arrêté de penser ce que notre industrie faisait. On parlait aux gens en réel. Puis, c'est quoi votre projet? Qui est déjà impliqué? Qu'est-ce que vous voulez faire? Puis là, attends un peu. Pourquoi on offre ça, dans le fond? Les gens ne veulent pas ça, ils veulent ça. Ça, puis plein d'autres détails. Puis moi, c'est pour ça que j'aime travailler avec vous maintenant. C'est que justement, quand j'ai fait mon projet d'installation septique, le 3/4 des gens chez qui j'ai fait faire des soumissions, je reçois le courriel de soumission. La soumission est directe dans le courriel. Il y a 45 fautes dans le message. Puis là, t'es comme, hey, moi, je te fais confiance avec 30 000 $ de mon argent. Puis là, je m'en vais sur votre site. Le site web est super sharp. Tous vos camions, c'est super sharp. Il n'y a pas une journée quasiment, je me promène dans le Nord que je ne vois pas un de vos camions, d'ailleurs. Là. Votre présence est très claire. Puis vous avez, en très peu de temps, instaurer un brand qui est facile à reconnaître, qui n'est pas justement le camion d'une entreprise de construction qu'on voit. Les entreprises Étienne Godette Inc. Oui, exactement, qu'on a vu partout. Fait que je pense ça. Bon, peut-être que là, les vidéos, c'est pas encore ça. Puis tu m'as dit que tu as essayé d'en faire vous-même. On va y arriver. Ça n'a pas marché, mais... On va dire printemps 2025, là, vous allez nous voir. Ça s'en vient, mais je pense que tout le reste que vous avez mis, qui est peut-être justement du marketing plus traditionnel, moins de social media, il est tellement tête que une fois que vous êtes capable d'aller rejoindre le client puis qu'il tombe sur ce que vous avez créé, tout de suite, on est comme, je vais faire affaire avec eux. C'est ce qu'ils ont fait, c'est sharp, puis ça a l'air professionnel. C'est ce qu'on travaille encore, puis on se bat contre ça parce que, tu sais, comme tu disais, les soumissions de la majorité des compagnies de construction, c'est une ligne, un prix ou 4 lignes, un prix. Nous, on a 25 lignes, puis c'est ultra détaillé. Puis on est vraiment à temps immatériel, donc on facture seulement ce qu'on a livré sur les chantiers, fait qu'on est 100% transparent. Si c'est 16,03 tonnes qui est allé, ben on ne charge pas le 16,5 du budget, on 16,03. Ouais. Ça, on fait attention, puis on essaie vraiment qu'il y ait cette transparence-là totale avec le client pour qu'il ait l'impression au moins d'avoir payé le prix juste. Puis, tu sais,
selon moi, puis pour avoir rénové plusieurs maisons, ben il n'y a rien qui te fait le plus suer quand le gars il dit ça va prendre 4-5 jours, puis il te fait une soumission en conséquence, puis au bout de 2 jours, il est parti, puis tout est fini. Là, tu dis OK, il est compétent, tant mieux pour lui. Mais est-ce que, dans le fond, j'aurais pu avoir mieux? Puis nous, c'est le contraire. Il y a des gens qui soumissionnent une ligne, un prix, mais les extras, il y en a plein. Fait que nous, on est plus dans le mode ouvert. Puis dire, écoute, on vient faire bien le travail, puis on va prendre le temps puis le matériel qu'il faut pour le faire. 100%. Puis je pense que... il nous reste OK. Je pense que c'est un truc qui est important aussi d'éduquer la clientèle par rapport à ça. Puis moi, je l'ai un petit peu appris à mes dépens. Je travaille beaucoup en immobilier, je fais beaucoup de projets rénovation. Puis comme tu dis, je suis un gars qui fait confiance dans la vie. Fait que moi, souvent, l'erreur que j'ai faite, c'était... Quelqu'un venait me faire une soumission, mettons, pour une toiture. Puis je trouvais que la personne était chère puis gentille. Parfait, t'as la job. Puis là, finalement, avec le temps, j'ai commencé à faire plus de soumissions puis réaliser à quel point c'est une industrie où il n'y a pas tant de barème par rapport au prix. Ben non, c'est le Far West, là. C'est le Far West. Fait que... Puis... Ce qui est le gros défaut aussi, c'est que la qualité du matériel puis la qualité du travail varie beaucoup. Fait que, exactement. Oui, au final, tu peux avoir ton installation septique, mais est-ce que le bon matériel de compaction a été utilisé? Est-ce que les bons tuyaux ont été utilisés? Est-ce que le plan a été respecté à la totalité? Peut-être pas. Puis c'est là qui est notre grand défi, c'est de se dire... Hey, les gens, je comprends que la personne était 5 000 $ de moins, mais elle n'a pas pensé à tout le sable qu'il fallait rentrer pour s'assurer que... Puis probablement qu'à la fin, même s'il a soumissionné 5 000 de moins, justement, finalement, ça a pris plus de sable. C'est là que nous, on a pris la décision, parce qu'on le faisait déjà, mais on ne le communiquait pas. On a décidé d'offrir une garantie de 10 ans sur tous les systèmes qu'on installe. OK. Fait que c'est de dire, nous, là, on a imaginé, on a conçu, on a installé, là, c'est un no-brainer avec Solio. On donne la garantie. Fait que tu nous appelles, puis le meilleur exemple, c'est Steve, mon associé, 31 décembre l'année passée. Il y avait une flotte à ajuster dans une station de pompage. Il est allé. Puis ça parle beaucoup. Il a déposé sa coupe de champagne à son party. Il est parti s'habiller. Il est allé réparer. Puis c'est un peu ce service humain-là qu'on veut dire. Puis le 31 décembre, personne n'a le goût d'avoir une pompe qui lâche chez eux. Fait que c'est dans ce contexte-là qu'on se met, puis on veut offrir cette garantie-là. Mais ce qui fait qu'avant tout ça, on est tête dans ce qu'on veut faire, puis on s'assure qu'on ne retournera pas. C'est ce qu'on veut atteindre, puis ce qu'on veut faire. Donc, on est prêt à dire, on va le garantir. Puis appelle-nous, il y a une ligne spéciale maintenant au bureau, une problématique, quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui va venir t'aider. Une ligne 911. Oui, exact, c'est ça. C'est cool, puis je pense que justement, là où je m'en allais, c'est que je trouve que c'est un domaine où c'est difficile de faire confiance aux entreprises avec qui on fait affaire parce qu'il y a tellement d'histoires d'horreur, puis tout le monde s'est déjà fait avoir au moins une fois dans sa vie par quelqu'un dans le domaine de la construction. Mais de vouloir justement, vous, devenir une référence dans un domaine, puis que vos valeurs initiales d'entreprise, c'est d'être respecté, puis de jamais flouer personne, puis de bien faire les choses, puis d'être capable de... Oui, puis on n'est pas parfait, mais ce qu'on dit souvent aux clients, c'est qu'on est humain. Fait que l'humain fait des erreurs. 100%. On va les corriger. Mais on est transparent dans ces erreurs-là, puis on communique, puis on s'ajuste, puis on corrige. Puis ça, c'est super important pour nous que ça soit clair avec les clients, parce que des fois, nous, on a une crainte quand on s'est mis à afficher la référence en installation septique au Québec. On dit les gens vont dire pour qui ils se prennent eux. Puis au contraire, on l'a un peu transformé dans notre esprit de dire oui, il y a le côté contenu, mais il y a le côté aussi, on veut se comporter comme tel. Puis on veut agir, puis on veut être le point de référence. Puis souvent, ce qu'on dit aux gens, sur notre site, tu as fait tes plans ailleurs, appelle-nous, on va te les expliquer. Gratuitement. On ne te charge pas, puis tu peux pas faire affaire avec nous, mais on va au moins prendre le temps de bien t'expliquer. Fait qu'on veut créer cette proximité-là avec les gens, puis cette transparence-là qui, j'espère, transparaît dans les gens avec qui on travaille. Mais 100%. Écoute, je trouve ça super cool, super noble, puis d'avoir du monde de votre âge aussi avec cette énergie-là qui travaille dans un domaine de même, c'est rafraîchissant. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi ça marche autant. Le monde, ils sont comme... tout le monde se dit tant qu'à vivre cette expérience-là qui est mostly négative de devoir dépenser des gros montants pour une installation sanitaire, je vais le faire avec quelqu'un qui me fait sentir écouté puis qu'au moins il m'aide à comprendre l'ampleur des projets puis avec qui j'ai confiance. Fait que je trouve ça vraiment cool. On va finir le podcast sur ce point-là parce qu'on est limité quand même dans le temps. Là, il faut respecter, mais écoute, ça a passé super vite. Puis, merci de l'invitation. J'aurais pu jaser de d'EcoFlow puis d'environ italien aussi. On aurait pu partir de ça. Là. C'est vraiment super, Étienne. Puis j'espère qu'on se voit au prochain 5 à 7. Un gros merci d'être venu. Puis on se revoit au prochain épisode du Club Nordique. Merci.